Ça ne date pas d'hier. Pendant 2-3 semaines en juillet, des coléoptères apparaissaient sur les arbres, des dendroctones du pin ponderosa. Ils émergeaient d'un arbre qu'ils venaient de tuer, puis ils passaient au suivant et le cycle recommençait. Mais désormais, au lieu de 2 semaines, on peut les voir de mai à octobre. Ils volent sans arrêt, ils attaquent les arbres, ils rongent leur écorce et ils pondent à l'intérieur. Ils se fichent de savoir si les arbres sont jeunes ou vieux. De plus, ils atteignent des altitudes jusqu'alors inimaginables. Autrefois, les basses températures les en éloignaient, mais maintenant ils pullulent et ils tuent les arbres au sommet même des montagnes. Les conséquences sont terrifiantes. Dans tout l'ouest de l'Amérique du Nord, du Mexique à l'Alaska, les forêts dépérissent à une vitesse jamais vue. Rien de tel n'avait été observé au cours des 150 dernières années, voire plus. Au total, 181 000 km² de forêt ont péri dans les Rocheuses au Canada et aux États-Unis depuis 2000. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'État de Washington. Ces étendues de pins morts ont un côté inquiétant, voire effrayant. Mais certains experts se réjouissent du phénomène. C'est comme si, pour la première fois dans l'histoire de notre planète, la mort d'une forêt était une bonne chose. J'ai bien besoin d'un café. Voici le rappel le plus discret du monde. Pas une demande, un simple rappel à ceux qui oublient de laisser des likes. Pensez à le faire en cours de vidéo ou à la fin. Bon, de quoi s'agit-il? Les biologistes parlent souvent de la restauration des forêts sur notre planète, car selon eux, il s'agit de l'un des plus grands problèmes environnementaux du XXIe siècle. Mais le problème n'est pas que les forêts sont abattues sans répit, comme on pourrait le croire. Le problème, c'est les plantations d'arbres. On s'y emploie activement, on élabore même des plans à long terme, mais 45% de ces forêts nouvelles contiennent une seule essence à croissance rapide. Pour faire simple, on prend des arbres qui poussent très vite et on les plante un peu partout. Et on a beau appeler ça du reboisement, c'est un dévoiement de ce terme. Tout au long du XXe siècle, les services forestiers américains ont planté des arbres. On prenait une parcelle de terre nettoyée par le feu ou la coupe à blanc et tous les 3 à 3,5 mètres, on plantait un jeune pin. Et comme vous pouvez le voir, ça a donné naissance à de belles rangées d'arbres. Mais aucune forêt naturelle ne pousse ainsi. Ça évoque plutôt un champ de maïs, avec des pins à la place du maïs. Pourtant, au cours du siècle dernier, c'est devenu la norme. Tout le monde plantait des arbres de cette manière pour qu'ils poussent plus rapidement. Pas pour donner naissance à des forêts, mais pour être transformés en meubles. Ça a atteint une telle ampleur qu'en 2011, l'Europe et l'Amérique du Nord ont fini par manquer d'espace et les entreprises ont délocalisé leur production dans les pays en développement du Sud. En général, les gouvernements soutiennent ce modèle d'investissement, de production et de consommation. Il est attrayant, car les entreprises ne coupent pas les forêts locales, mais plantent les arbres qui leur conviennent. Au bout de quelques années, les entreprises reviennent, elles coupent les arbres, elles en plantent d'autres. Et le cycle recommence, rapportant beaucoup d'argent à l'État. Le problème est que les entreprises ne font que de la monoculture, des forêts composées d'une seule essence. Résultat, au lieu d'une véritable forêt, on obtient ce que les experts appellent des déserts verts. Ces déserts empiètent sur les sols fertiles, car les plantations s'étendent de plus en plus, les arbres étant nécessaires à la production de pâte à papier. Enfin, à ça et à d'autres productions industrielles. Bien que ces plantations soient souvent considérées comme une bonne chose, car elles sont vertes et jolies, en réalité, elles sont tout simplement mortes. Rien n'y vit. On n'y entend pas un seul oiseau si on s'en approche. Mais ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que ça. Parfois, les effets de la monoculture d'arbres sont bien pires. Le Canada en est un bon exemple. Au début des années 1990, le Canada a planté de nombreux arbres dans le cadre de ses efforts de reboisement. La mission a été confiée aux sociétés d'exploitation forestière, c'est-à-dire à ceux-là même qui vivaient de la coupe de bois. En échange de leur investissement dans le reboisement, ils pourraient abattre un nombre considérable d'arbres. À l'époque, personne n'a réfléchi aux conséquences, mais elles n'ont pas tardé à se faire connaître. En avril 2016, un puissant incendie a presque anéanti la ville pétrolière canadienne de Fort McMurray,
brûlant 2400 maisons et poussant 100 000 personnes à fuir. À l'époque, 607 000 hectares ont brûlé et les dégâts se sont élevés à 6,7 milliards d'euros. Cet incendie est devenu la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire du Canada et il a forcé les gens à réfléchir. Il est vite apparu que les dégâts auraient été bien moindres si les forêts touchées avaient été composées de différents types d'arbres, mais elles n'abritaient que des épicéas très inflammables. En résumé, l'incendie avait été la conséquence de la mauvaise campagne de reboisement menée par le gouvernement. L'idée, bien sûr, était bonne, planter des arbres, mais on l'a fait sur des terrains marécageux, après les avoir asséchés. En conséquence, les nouveaux arbres ont aspiré l'eau souterraine, développant une canopée très dense qui a étouffé la mousse de tourbe. Une autre mousse a pris sa place, plus sèche, qui a servi de petit bois au lieu d'être un agent ignifuge. De la mousse sèche et des épicéas qui brûlent très bien, voilà comment se produit un désastre. Mais le plus terrible, c'est que l'incendie de Fort McMurray n'est qu'un exemple parmi d'autres de reboisement ayant eu le résultat inverse de celui voulu. Il est temps de comprendre quel est le problème des monocultures forestières. Avant tout, elles sont vulnérables aux incendies. Les experts le disent, les monocultures, par exemple les semis d'épicéas noirs qui ont été plantés au Canada à 180 cm les uns des autres en belle rangée, aggravent les feux de forêt. L'épicéa noir brûle si bien que les pompiers appellent cet arbre le bâton essence. En fait, ces arbres ont évolué pour brûler. Je suis sérieux, leur sève est inflammable et leur cône s'ouvre sous l'effet de la chaleur pour laisser tomber les graines dans le sol carbonisé. Et avec le changement climatique, ces forêts se transformeront en véritables bombes. Sécheresse, chaleur de la mi-journée et vent fort, et voilà, la forêt est en feu et celui-ci se propage à une vitesse terrifiante. Dans une forêt naturelle, l'épicéa noir pousse au milieu d'autres espèces, comme le tremble et le peuplier, qui sont très humides et résistantes au feu. Mais s'il y a trop d'épicéa noirs au même endroit, un petit feu de forêt peut prendre des proportions apocalyptiques. C'est pareil avec les pins ponderosa, qu'on plante en abondance. Ces plantations sont très vulnérables aux incendies, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 60 à 80 ans. À cet âge, les arbres sont assez grands pour que leur couronne soit hors de portée du feu. Mais avant ça, une plantation de pins peut prendre feu comme un rien. Il suffit d'une étincelle et les arbres s'enflamment comme des allumettes. De grandes allumettes, bien résineuses. Mais les incendies ne sont que le premier des problèmes qui affectent les monocultures. Un autre problème grave, c'est l'impact de ces forêts sur les prairies et les pâturages, et sur l'eau. Les plantations de pins et d'eucalyptus peuvent assécher les nappes phréatiques, les ruisseaux et même les rivières. C'est pourquoi les écolos affirment que les monoforêts sont synonymes de mort pour les prairies, car elles bloquent la lumière nécessaire à la croissance de l'herbe, sans parler du manque d'humidité. Les prairies fonctionnent comme des éponges, absorbant toute l'eau qui s'y dépose. Cette humidité s'infiltre ensuite dans le sol, ce qui maintient l'équilibre de l'ensemble. Et tout le monde est content. La disparition des prairies entraîne des inondations et l'érosion des sols. Dans ces plantations, à part des arbres, il ne pousse rien et il ne se passe donc rien. C'est comme une ville reconstituée au cinéma. En apparence, tout semble naturel, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que personne n'y vit vraiment. Ces forêts en monoculture réduisent la biodiversité au lieu de l'accroître. Les conditions de vie y sont très rudes et le nombre d'espèces qui peuvent y survivre est limité. C'est notamment parce que les arbres qu'on y plante sont rarement originaires du pays. Ça affecte la capacité de la forêt à accueillir d'autres formes de vie. De plus, tous les arbres y sont plantés en même temps. Ils font donc tous la même taille et dans de telles conditions, la luminosité est médiocre. Très peu de plantes peuvent prospérer avec peu de lumière, sans parler des problèmes qui affectent le sol. Il y a aussi les maladies. Remplacer des forêts naturelles par des monocultures revient à faire un cadeau aux parasites et aux pathogènes. Ça augmente le risque de toutes sortes d'épidémies. Imaginez que vous êtes un coléoptère ou un champignon qui se spécialise, par exemple dans les épicéas. En temps normal, les épicéas ne poussent pas en rang serré, de sorte que si vous en dévorez un, vous devrez faire un effort pour en atteindre un autre.
Un effort tel qu'il sera peut-être même impossible, car il y aura trop d'arbres indésirables sur votre chemin. Mais dans une forêt en monoculture, tout ce qui vous entoure est un buffet garni ou un endroit rêvé pour fonder une famille. L'uniformité des espèces et la grande proximité des arbres contribuent à la propagation des parasites et de diverses maladies. Et il y a même un risque économique. Comme je l'ai mentionné, on plante des arbres dans le but de faire du profit. Mais le risque de ne rien obtenir du tout, de n'avoir que des pertes, est très élevé. Ça s'est déjà vu, et plus d'une fois. Les forêts en monoculture tombent malades, alors les propriétaires de parcelles se précipitent pour couper et vendre leurs arbres, mais ils sont des milliers, et en fin de compte, ça cause un effondrement du marché. Mais il existe un endroit sur la planète où une forêt en monoculture est en train de mourir et les écolos s'en réjouissent. C'est peut-être la première fois que la mort d'une forêt est une bonne nouvelle. Récemment encore, les régions boisées d'Allemagne ressemblaient à ceci, comme sorties d'un conte des frères Grimm. Mais aujourd'hui, la forêt est totalement différente. Pour comprendre, un garde forestier n'aura pas à chercher longtemps. Il lui suffira de s'approcher d'un épicéa et il remarquera des trous dans son écorce. Des trous faits par des scolytes qui ont envahi la région. Les gardes forestiers affirment qu'il est devenu courant de trouver tous les jours des arbres morts ou mourants. Les forêts couvrent encore un tiers du pays, mais selon la dernière étude, 79% des arbres sont malades, mourants ou déjà morts. Le tableau est déprimant. Des arbres gris ou même blancs, dépourvus de feuilles et ressemblant à des squelettes de monstres mythiques, et d'immenses clairières qui donnent l'impression qu'une bombe a tout anéanti. Mais aucune bombe n'est responsable, c'est la faute des insectes. Des insectes qui creusent des trous dans les arbres et libèrent des phéromones pour attirer un partenaire. Le partenaire s'approche, l'accouplement a lieu, puis la femelle pond des œufs dans l'arbre. Malheureusement, leur cycle de vie ne s'arrête pas là. Un couple d'insectes peut produire 1000 descendants par an. Résultat, les scolytes se propagent aussi rapidement qu'un incendie. Ça s'explique en partie par le fait qu'un quart des forêts allemandes sont ou étaient constituées d'épicéas. Ils ont été plantés dans le cadre de reboisement au XIXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'Allemagne payait une partie de sa dette sous forme d'arbres et le pays avait besoin de bois pour reconstruire ses propres villes. La solution était claire, planter plus d'épicéas, partout où c'était possible. Les arbres à feuilles caduques comme le hêtre et le chêne ont été remplacés par des sapins et des pins à croissance rapide. Ces arbres ont tellement contribué à l'économie allemande qu'on les appelait arbres à pins. Personne ne se préoccupait de diversité. Y a-t-il des arbres? Oui, il y en a. Pendant longtemps, le programme a été un succès retentissant. Depuis les années 1950, les stocks de bois ne faisaient qu'augmenter. Au début du XXIe siècle, le nombre d'arbres dans les forêts allemandes a atteint un volume inégalé depuis le Moyen Âge. Pas étonnant, puisqu'on y a surtout planté des épicéas. L'épicéa pousse rapidement et produit des troncs droits et de bonne qualité qui peuvent servir à tout, de la fabrication de meubles à celle de papier. Mais ce qui a fait de l'épicéa un bois si rentable l'a aussi rendu très vulnérable. Partout dans le monde, les forêts souffrent de la sécheresse et des tempêtes, et l'Allemagne ne fait pas exception. Tout ça endommage gravement les racines des épicéas et limite leur capacité à puiser de l'eau dans le sol. Les épicéas, comparés à d'autres arbres, ont besoin de beaucoup d'eau, car ils ont un petit système racinaire qui ne s'enfonce pas très profondément. En outre, en Allemagne, de nombreux épicéas ont été plantés à une altitude bien trop basse. Certes, ils sont parvenus à pousser, mais dans l'ensemble, ils n'étaient pas à leur aise. Les arbres étaient déjà affaiblis, et les coléoptères sont venus les achever. Les arbres sains produisent de la résine qui bouche les trous, les protégeant des insectes, mais les arbres affaiblis manquent des ressources nécessaires. Vous voyez cette zone? Il y a 5 ans, elle était couverte d'arbres. Il y a 1 an, ils ont été infestés par des scolytes. Et voilà, il ne reste plus un arbre. Ces coléoptères ne mangent pas que l'écorce, ils rongent les couches de bois responsables du transport des nutriments et de l'eau vers le haut du tronc. Ainsi, un arbre infesté peut sembler en bon état, mais en réalité, il meurt lentement de faim et de soif. Le processus est irréversible et la seule solution est d'abattre les arbres malades.
Regardez le nombre de scolytes capturés à l'aide de ce piège. Un gobelet de 50 ml peut en contenir 40. Le piège contient de quoi remplir des dizaines de gobelets, car il y en a 2000. Plus il y a d'épicéas, plus il y a de coléoptères, et plus la forêt en souffre. Depuis 2018, 300 000 hectares d'arbres en Allemagne, plus de 2,5% de la surface forestière du pays, sont morts à cause des scolytes et de la sécheresse. Lorsque les gardes forestiers trouvent un arbre infesté, ils le marquent avec une peinture spéciale. Ensuite, pour contenir l'infestation, l'arbre est rapidement abattu. Et comme il y a toujours plus d'un arbre infecté, on se retrouve avec des parcelles d'arbres abattus. C'est vraiment triste. Mais malgré ça, les gardes des parcs nationaux où des milliers d'épicéas ont été détruits considèrent le scolyte non comme un ravageur, mais bien comme un sauveur. Non, ils n'ont pas perdu la tête. Rappelez-vous, on a planté des quantités d'épicéas qui n'ont fait aucun bien à la nature, mais plutôt beaucoup de tort. Alors le fait que le scolyte dévore ces épicéas, et oui, il débarrasse la nature de ses plantations artificielles. Les vieux épicéas disparaissent et la nature reprend ses droits. Sur les terres libérées, personne ne plante plus rien et les plantes poussent et se répandent d'elles-mêmes. Incroyablement, la nature est très douée pour restaurer les forêts quand on ne s'en mêle pas. Cette zone, par exemple, semblait morte il y a à peine 2 ans, mais aujourd'hui, il y a de l'herbe, des arbustes et de jeunes arbres. On peut même entendre le chant des oiseaux. Ces mêmes oiseaux qui, avec l'aide du vent, ont aidé les arbres à ensemencer ces terres. Les arbres morts, laissés à eux-mêmes, hébergent des insectes. Ils fournissent également de l'ombre, des abris, ils retiennent l'humidité et même leur décomposition apporte des bienfaits. Ainsi, les forestiers estiment que d'ici 10 à 20 ans, il y aura là une forêt véritable, naturelle, qui aura poussé dans les règles. La biodiversité et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, ces forêts moribondes composées d'une seule essence sont une bonne chose car elles permettent de créer de nouvelles forêts saines. Le tout est de ne pas interférer. Enfin, bien sûr, il faut tenir compte des circonstances, car les différentes zones du parc national où des épicéas sont morts réagissent différemment. Par endroits, la nature se rétablit d'elle-même, mais ailleurs, un coup de main ne serait pas de trop. Alors, les employés du parc continuent à planter des arbres, mais de différentes espèces, et qui poussaient autrefois dans la région, avant qu'on ne commence à planter des épicéas partout. Bon, en fait, tout ça n'est pas nécessaire. La forêt réapparaîtra tout seul un jour ou l'autre, mais pas de sitôt. Et comme les humains sont impatients, ils ont décidé d'accélérer le processus, même si c'est complexe. Avant de planter quoi que ce soit, il faut savoir quels arbres conviennent au terrain en question. Pour ça, on crée des parcelles spéciales plantées de différents types d'arbres, des zones d'essai forestières. Des scientifiques les étudient attentivement afin de déterminer quels sont les arbres les mieux adaptés. Dans cette région, par exemple, on teste des hêtres, des chênes et des platanes, des arbres bien adaptés à la vie en plaine et qui peuvent se contenter de peu d'eau, qu'ils puisent profondément dans le sol. Bien entendu, il est plus compliqué et plus coûteux de travailler avec plusieurs essences. Chacune présente des risques et a un certain coût, mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas que la nature qui a tout à y gagner. Le secteur forestier allemand génère 154 milliards d'euros par an et fournit du travail à 1,1 million de personnes. Si on persiste à travailler comme avant, les forêts continueront à rétrécir malgré l'abondance de plantations, ce qui causera des pertes d'emplois. Enfin, je vous fais pas un dessin. Bonne nouvelle, l'approche allemande semble être applicable à l'échelle mondiale, partout où des forêts ont été abattues ou sont mortes. Alors, peut-être les États-Unis devraient-ils considérer la disparition des forêts comme une opportunité et non comme une catastrophe? Mauvaise nouvelle, le problème pourrait s'aggraver. En 1969, l'accord de Bonn a été signé. Des dizaines de pays se sont engagés à enrayer la disparition de leurs forêts et à restaurer les terres agricoles dégradées. Ça semble une bonne idée. L'objectif est noble. D'ici à 2030, parvenir à 350 millions d'hectares de forêts et de terres arables, soit plus que la taille de l'Inde. Le Pakistan a été le premier pays à respecter l'engagement pris par les signataires. L'Inde n'est pas en reste et a déjà restauré près de 10 millions d'hectares. La situation est similaire en Chine.
Entre 2000 et 2014, l'Amérique latine a planté 167 000 km² de forêt, soit la taille de la Syrie. Ça nous semblait prometteur. Jusqu'à ce qu'on tourne cette vidéo. J'espère vraiment qu'ils ont fait preuve de sagesse et qu'ils ont planté différentes essences afin de créer de véritables forêts. Car le problème des sapins et des pins pourrait bien se reproduire. On ne peut qu'attendre et croiser les doigts. On appelle ça du chantage. En 1999, Pékin a interdit toute nouvelle exploitation forestière et a lancé un programme de conversion des terres cultivées en forêt, parfois appelé Grain for Green. Tout semblait aller pour le mieux. D'ailleurs, les autorités affirment que le programme a profité à plus de 100 millions de fermiers qui ont été payés pour planter des arbres. Elles disent également que 28 millions d'hectares de forêt ont été restaurés. Mais l'efficacité du programme a été remise en question, notamment parce que personne ne s'est soucié de diversité. Au contraire, le milieu naturel a cédé la place à des monocultures d'eucalyptus et de caoutchouc. Mais il y a pire. Si je vous disais que de nombreux fermiers qui ont reçu de l'argent pour planter des arbres sur leurs terres ont déclaré qu'ils les couperaient à nouveau, et qu'ils le feraient dès que le gouvernement cesserait de les payer. 82% de dégâts. Les signataires de l'accord de Bonn ont beau être animés de bonnes intentions, sa mise en œuvre est discutable. Des analyses et des recherches récentes ont montré qu'au Brésil, par exemple, 82% du reboisement promis consiste en de la monoculture. Ça n'a rien à voir avec des forêts naturelles. Voyez par vous-même, à gauche une forêt ordinaire et à droite une plantation au Brésil. Pas besoin d'être écolo ou forestier pour voir la différence. Le pire, c'est que les dommages ne se limitent pas à la nature. Les plantations d'eucalyptus, comme on en trouve au Brésil, débordent sur les terres des populations indigènes qui sont forcées de les abandonner. La pauvreté frappe des régions entières et entraîne des problèmes de criminalité. En bref, les signataires de l'accord de Bonn illustrent bien l'adage « on pensait bien faire, mais ça a mal tourné ». Plus de plans. Il y a peu, on a appris que les projets américains de reboisement pour lutter contre le changement climatique se heurtaient à un problème. Non, il ne s'agit pas de monoculture, qui n'ont que des inconvénients, mais il y a une pénurie de jeunes plants. Afin de réduire les émissions de carbone et de soulager la chaleur extrême, les autorités de tout le pays se sont engagées à planter des arbres. Mais très vite, une étude a montré que les États-Unis n'ont pas assez de plants pour sauver la planète, ni même pour sauver leur seul pays. Les pépinières américaines produisent trop peu d'arbres pour que les projets soient menés à bien. Et la variété d'espèces végétales nécessaires fait défaut. J'espère qu'ils ne vont pas se résoudre à planter des épicéas partout. La forêt nous rafraîchit. Bien que le changement climatique accentue la chaleur aux États-Unis, plusieurs États de l'Est restent étonnamment frais. Cette énigme a longtemps déconcerté les scientifiques, car on ignorait ce qui rendait ces États uniques. Mais en mars 2024, une étude est apparue, apportant un éclairage sur la situation. La régénération des forêts serait en partie responsable de la fraîcheur. Les forêts luxuriantes qui poussent aujourd'hui dans l'Est des États-Unis n'existaient pas il y a 2 siècles. En fait, elles existaient bien avant. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les colons européens ont commencé à les abattre. Au début du XXe siècle, dans certaines forêts vieilles de plusieurs milliers d'années, il ne restait que 10% des arbres. Le défrichement s'est finalement ralenti au début des années 1900 car il n'y avait plus rien à couper. Ensuite, les terres agricoles ont été abandonnées en raison de l'exode rural et des migrations vers l'ouest à la recherche d'une vie meilleure. Ça a permis aux arbres de repousser et des millions d'hectares de forêts ont ressurgi au cours du XXe siècle. Plus personne n'abattait ces arbres. Ainsi, l'usage de combustibles fossiles a fait grimper les températures partout sur le territoire américain, à l'exception des régions du sud-est et du centre. Pourquoi ? On peut remercier les forêts car on a eu de la chance qu'elles parviennent à repousser avant que la planète ne soit cuite. Bon, vous me devez un like. À plus.